Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI donne ses hautes instructions pour que soit déclenchée immédiatement l'action solidaire Grand Froid en faveur des populations rurales exposées à la chute importante des températures. C'est cela dans les provinces du Grand et du Moyen Atlas. Les acteurs concernés sont fortement mobilisés. Nous suivrons un reportage à El Haouz. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel à Rabat, a présidé hier au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Paris, la signature d'un accord de partenariat entre les deux organismes. À suivre également dans ce journal un reportage dans le Rif central où les opérations de déneigement vont bon train au niveau de la route reliant Tergis à Ktama. Grande mobilisation humaine, technique et logistique sur un parcours de plus de 600 km. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de l'érudit Mohamed El-Makhtar Ould Bah. En cette triste circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à leurs proches, aux amis et admirateurs de feu El-Makhtar Ould Bah, dans les différentes organisations et instances scientifiques et culturelles auxquelles il appartenait, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition d'une grande personnalité scientifique connue pour sa contribution abondante dans les domaines religieux et culturels. Sa Majesté le roi Mohamed VI dit se remémorer avec considération l'estime sincère et la fidélité du défunt à son deuxième pays, le Maroc, mettant en avant ses hautes qualités personnelles et les compétences scientifiques et professionnelles dont il a fait preuve dans les différents postes qu'il a occupés. Sa Majesté le roi Mohamed VI donne ses hautes instructions pour que soit déclenchée immédiatement l'action solidaire Grand Froid en faveur des populations rurales exposées à la chute importante des températures dans les provinces du Grand et du Moyen Atlas. C'est ce qu'indique un communiqué de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Un important dispositif humain et logistique sera déployé et cela en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales afin que l'aide humanitaire soit acheminée aux nombreuses familles issues des douars et des zones éloignées. Pour cette première phase d'intervention, l'opération ciblera les ménages dans les 4 provinces de Midelt, Knefra, Azilal et El Haouz. Chaque ménage va bénéficier d'un kit de soutien composé de produits alimentaires et de couvertures aussi. Le programme de cette aide humanitaire sera mis en place à partir d'aujourd'hui, mercredi 25 janvier. Et avant le coup d'envoi officiel de cette opération, lancée sur haute instruction, nous le disions, de Sa Majesté le roi Mohamed VI, les derniers préparatifs battent leur plein dans les régions concernées par cette action plutôt à caractère solidaire et humanitaire, préparation des kits, organisation des équipes et logistique aussi, tout se déroule dans d'excellentes conditions. Exemple dans la province d'El Haouz avec Soumia Belayashi, Mohamed Hassan Meskour et Iman Ablou. Des températures négatives qui mettent à mal le quotidien des populations de cette zone montagneuse dans la province d'El Haouz. Mais les aides de la Fondation Mohamed V pour la solidarité ne sont jamais bien loin. Pour cette première phase d'intervention, l'action solidaire Grand Froid déclenchée immédiatement sur haute instruction royale ciblera les ménages de 4 provinces, Midelt, Knefra, Azilal et El Haouz. Chaque ménage bénéficiera d'un kit de soutien composé de produits alimentaires et de couvertures. Comme vous le voyez, nous sommes en train de boucler les derniers préparatifs de l'organisation des aides qui sont d'abord collectées et triées avant de les acheminer vers les populations bénéficiaires dans les douars et communes territoriales du Grand et du Moyen Atlas, comme ici dans la province d'El Haouz, là où on se trouve en ce moment. Dès aujourd'hui, un important dispositif humain et logistique sera déployé en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales afin que l'aide humanitaire soit acheminée en nombreuses familles issues des douars et des zones éloignées.
Son Altesse royale, la princesse Laila Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a présidé hier au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Paris, en présence de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, la signature d'un accord de partenariat entre les deux organismes. Les précisions tout de suite avec le correspondant à Paris, Samir Barka, Nabila Azarkan, et le commentaire d'Imen Ablo. À Paris, le siège de l'UNESCO abrite un événement culturel d'envergure. À son arrivée, Son Altesse royale la princesse Laila Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, est saluée par la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay, par de hauts responsables de l'organisation onusienne et par les membres de la délégation marocaine. À cette occasion, Son Altesse royale a eu un entretien avec la directrice générale de l'UNESCO, en présence notamment du ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, président de la Commission nationale du Maroc pour l'UNESCO, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de la secrétaire générale de la Fondation et de l'ambassadeur délégué permanent du Royaume auprès de l'UNESCO. Et en présence de la directrice générale de l'UNESCO, Son Altesse royale la princesse Laila Hasna a présidé la signature d'un accord de partenariat entre les deux organismes. L'accord a été signé par Ernesto Otón, sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture, et Nza Alaoui, secrétaire général de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat. Cette signature vient à la suite de la rencontre entre Son Altesse royale et la directrice générale de l'UNESCO qui s'est tenue à l'occasion des travaux de la 17e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel organisé en novembre 2022 à Rabat. Ce premier accord de partenariat signé pour 5 ans permettra de mettre l'accent d'abord sur le programme d'éducation des jeunes au patrimoine mondial et l'UNESCO et de mener des activités auprès de la jeunesse marocaine et africaine. Cette signature ne fait que réaffirmer l'entente et les accords que nous avons déjà passés dans le passé avec la Fondation, mais surtout elle vient faire un nouveau pas, surtout sur l'expérience qui a été bâtie au Maroc, spécialement à Rabat, sur tout ce qui est l'éducation face au patrimoine. Donc c'est comment mettre au service, non pas seulement de tout le Maroc et de tous nos États membres à l'UNESCO, mais aussi spécialement à une des priorités qui est l'Afrique, de voir comment ces programmes qui ont été établis au Maroc, qui ont bénéficié plus de 5000 étudiants, aujourd'hui peuvent être pris comme un modèle pour développer dans toute la région. Cet accord de partenariat permettra à la Fondation, bien sûr, de bénéficier de l'expertise, de la compétence et des ressources de l'UNESCO. Et la Fondation, quant à elle, va implémenter des programmes de l'UNESCO au niveau du contexte local. L'accord de partenariat comporte aussi une coopération à portée locale, mais également à portée nationale et africaine, dans le sens où plusieurs activités seront menées dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités des acteurs du patrimoine. La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat a ainsi adapté au contexte local pour la première fois au monde un kit pédagogique conçu par l'UNESCO pour faire découvrir et comprendre aux jeunes le patrimoine de leur ville. Ce kit, intitulé « Je découvre mon patrimoine », a été déployé pour sa seconde édition en décembre 2022 auprès de 4700 élèves de 62 collèges de l'Académie Rabat Saleh Kenitra qui ont abordé avec l'appui de leurs enseignants et sous l'encadrement de professionnels du patrimoine, archéologues, architectes, conservateurs des sites et inspecteurs des monuments historiques, les monuments de la ville classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Fondation et l'UNESCO s'engagent aussi à mener une action primordiale au continent africain. Cette action commune consistera à mettre en œuvre la Convention du patrimoine mondial sur les sites classés au Maroc et en Afrique. Par la suite, Son Altesse royale la princesse Laila Hasna a assisté à la réception offerte en son honneur à la maison de l'UNESCO par la directrice générale de l'organisation onusienne, en présence notamment du président de la conférence générale, de la présidente du conseil exécutif, des présidents des groupes électoraux et des sous-directeurs généraux de l'UNESCO. Cap sur le Sénégal où se sont ouverts aujourd'hui les travaux du sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire. Un événement de grande envergure organisé cette année sous le thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Le Maroc y prend part avec la participation d'une forte délégation conduite par le chef du gouvernement Aziz Arnouch.
Les participants plaident pour une Afrique souveraine et appellent à faire de cet événement un sommet de l'action pour y parvenir, car bien qu'ils disposent de plus de 60% des terres arables restantes pour nourrir 9 milliards de personnes dans le monde, d'ici 2050, le continent africain importe plus de 100 millions de tonnes métriques de nourriture au coût de 75 milliards de dollars par an. Cette tendance doit être renversée afin que l'Afrique puisse retrouver sa souveraineté alimentaire, estiment les participants à cet événement. Le Royaume du Maroc condamne dans les termes les plus forts les agissements d'un extrémiste qui a déchiré un exemplaire du Saint-Coran à La Haye, aux Pays-Bas plutôt. C'est ce qu'affirme un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Royaume dénonce, je cite, ce nouvel acte provoquant qui heurte les symboles sacrés et les sentiments de plus d'1 milliard de musulmans dans le monde, tout en rappelant les valeurs de tolérance et de coexistence et le respect des symboles sacrés. Le Royaume du Maroc souligne la nécessité d'appliquer la loi et d'agir avec fermeté pour prévenir toute atteinte aux religions et aux sentiments de leurs adeptes, conclut le communiqué. Dossier du Sahara marocain, la secrétaire d'État adjointe américaine chargée des organisations internationales, Michèle Cizon, réitère à Rabat le soutien des États-Unis au plan marocain d'autonomie comme solution sérieuse, crédible et réaliste aux différends autour du Sahara marocain. C'est ce qu'elle a indiqué lors d'un point de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita. Je vous propose de l'écouter dans quelques instants. Lors de notre rencontre avec le ministre marocain des Affaires étrangères, nous avons parlé du soutien continu des États-Unis à Staffan de Mistura dans son rôle d'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Nous avons également discuté de notre ferme soutien aux efforts de maintien de la paix de la MINURSO et de son importance pour préserver les conditions du processus de paix sous l'égide de l'ONU. Les États-Unis continuent de considérer le plan d'autonomie présenté par le Maroc comme sérieux, crédible et réaliste. Le roi Philippe VI d'Espagne a souligné aujourd'hui à Madrid que la prochaine réunion de haut niveau entre le Maroc et l'Espagne permettra d'approfondir les vastes relations bilatérales. Cette rencontre, qui n'a pas eu lieu depuis 2015, nous permettra d'approfondir nos vastes relations bilatérales afin de travailler ensemble sur des bases plus solides, affirme le souverain espagnol dans une allocution prononcée à l'occasion d'une réception accordée au corps diplomatique accrédité en Espagne. Le Maroc et l'Espagne ont entamé, rajoute-t-il, une nouvelle phase dans leurs relations bilatérales, a assuré le roi Philippe VI, notant que la réunion de haut niveau s'inscrit dans le cadre de la feuille de route convenue en avril dernier à l'occasion de la visite du président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le voisinage naturel de l'Espagne et les liens très étroits qui nous unissent, c'est cela, dans différents domaines, ne doivent pas être négligés, a rajouté le souverain espagnol. Saisie de 7 kg de cocaïne et arrêt de 2 personnes soupçonnées d'être liées à un réseau de trafic de drogue. Opération réussie par la police de Casablanca. Le premier suspect a été interpellé dans une voiture à l'entrée de la ville de Casablanca alors qu'il était en possession de 2 kg de cocaïne et d'un montant de 10 millions de centimes. Le deuxième suspect a été pour sa part arrêté à Ain Sebaa, à Casablanca toujours, en possession de 2 kg de cocaïne, en plus d'un montant s'élevant à plus de 18 millions de centimes. Les 2 suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Un mot d'économie. Le Fonds monétaire international félicite le Maroc pour sa réponse politique très forte afin d'atténuer l'impact social et économique des récents chocs négatifs liés à la guerre en Ukraine, mais aussi à la sécheresse.
Dans un communiqué diffusé hier à Washington, le Fonds monétaire international projette que la croissance du PIB du Maroc devrait s'accélérer pour atteindre 3% en 2023 cette année, principalement tirée par le rebond de la production agricole. Malgré le risque d'escalade avec la Russie, l'Espagne et l'Allemagne se disent disposés à fournir à l'Ukraine des chars lourds Léopard 2 de fabrication allemande. Berlin et Madrid font aussi à Kiev la promesse de participation à la formation des soldats ukrainiens, à l'exploitation et à la maintenance de ces blindés. Les antilopes, une espèce en danger de disparition certes, mais elle n'est pas réputée pour sans danger. Et pourtant, un employé de zoo, c'est cela, en a reçu une attaque mortelle. Cela s'est passé dans un zoo en Suède. La victime est d'origine roumanaise. L'employé avait pour mission de veiller sur la sécurité des antilopes. Une mission qu'il a exercée pendant plusieurs années. Et aucun incident du genre n'a été jusqu'ici enregistré. Retour à l'actualité nationale avec d'abord cette alerte météo, un temps assez froid sur les montagnes, le sud-est, l'oriental et les plaines nord et centre. Pluie et risque d'orage sur le Rif, l'Atlas et ses régions voisines. Et puis des chutes de neige la nuit de plus de 900 mètres sur les sommets du Rif et de l'Atlas également. Et en ces temps de froid et de grosses chutes de neige, justement, les autorités s'activent dans les zones montagneuses pour dégager les routes et débloquer la circulation dans les régions enclavées. Exemple tout de suite au niveau de la route reliant Terguis-Saktama avec Rachid Latabi, Mohamed Louahibi et le commentaire de Boubkar Benravret. Regardons. À plus de 1000 mètres d'altitude, à hauteur des montagnes du Rif, c'est le froid et la neige. La route nous mène vers Terguist pour nous diriger ensuite vers Ktama. Un trajet d'une 50aine de kilomètres rendu difficile en raison des fortes chutes de neige de ces dernières 24 heures. Le long de la route, nous croisons plusieurs automobilistes ravis de pouvoir enfin circuler après l'intervention des déneigeuses. La route était difficile d'accès grâce à l'intervention des services concernés. Elle a été très vite dégagée et ouverte à la circulation. Près de 18 douars se sont trouvés enclavés par la neige. Grâce à l'intervention rapide des services de l'équipement, la route est aujourd'hui ouverte à la circulation. C'est très tôt le matin que chasse-neige et niveleuse sont entrés en action pour désenclaver les nombreux douars avoisinants et déblayer la route. Il y a de nombreux virages très dangereux. Je conseille à tous les conducteurs de faire preuve de vigilance et de prudence. La route est glissante, nous sommes mobilisés jour et nuit pour mener à bien notre opération de déneigement. La direction de l'équipement, de l'eau et de la logistique de la province d'El Hoceima veille à sécuriser quelques 600 km de routes en montagne. Pour dégager ces routes, nous utilisons quelques 7 chasse-neige. Ces premières chutes de neige sont une véritable bouffée d'oxygène pour les nappes phréatiques. Elles permettront aussi une nette amélioration des réserves en eau des barrages. Demain jeudi, il continuera de neiger sur les sommets du Rif et de l'Atlas. Le Maroc, un pays où grands et petits respirent depuis toujours l'amour du football, une discipline qui offre du spectacle et qui transmet plusieurs valeurs, à savoir le fair play, le partage ainsi que le goût de l'effort. Un sport qui permet également de préparer les champions de demain. Et c'est dans cet esprit qu'une caravane sillonne actuellement le royaume à la recherche de jeunes prodiges. Escale à Bouche d'Or avec Mohamed Chara et le commentaire de Maria Aoued.
C'est une caravane sportive qui sillonne les villes du royaume à la recherche de jeunes talents du football. Une structure mobile dont l'objectif est de transmettre à tous les jeunes, filles ou garçons, scolarisés ou non, les valeurs du sport, à savoir la combativité, le respect, l'excellence nécessaire pour une carrière sportive réussie. Notre caravane s'est arrêtée aujourd'hui à Boujdour, où nous avons rencontré plus de 400 jeunes qui tous adorent le football. Il y avait d'ailleurs une centaine de jeunes filles qui voulaient faire carrière dans le foot. Cette caravane va à la rencontre des jeunes athlètes qui parfois sont isolés et qui rêvent d'une carrière sportive. Aller sur le terrain et observer le jeu de ces jeunes footballeurs en herbe. Comme un casting sportif, l'opération est supervisée par des experts de la discipline, entraîneurs et professeurs, à l'œil affûté. Ils scrutent la technique de dribble et la maîtrise du ballon. Je suis là pour aider les membres de la caravane à trouver de nouveaux talents afin de les encadrer. Je suis très heureuse que la caravane du football se soit arrêtée dans notre ville. Peut-être qu'ils vont repérer ici le nouveau Hakimi de demain. Je suis très heureuse de cette opportunité. Repérer et dénicher les nouveaux prodiges, les informer puis les former à une carrière professionnelle pour qu'un jour, ils puissent à leur tour écrire l'histoire du football marocain. Et le rêve est bien sûr permis. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.